Combien de fois avez-vous entendu quelque chose de ce genre ces derniers jours? La guerre contre l'Iran a été un échec stratégique pour les États-Unis. Pendant des siècles, le détroit d'Ormuz est resté ouvert à tous. Le principe de la liberté de navigation régnait, garantissant que le commerce pouvait transiter par le détroit sans problème. Mais en déclenchant la guerre contre l'Iran, les États-Unis ont appris au guide suprême, eh bien je suppose ce guide suprême, ou alors peut-être pas. Quoi qu'il en soit, en déclenchant la guerre contre l'Iran, les États-Unis ont appris à celui qui dirige l'Iran que le détroit d'Ormuz est un outil de coercition. En menaçant simplement de faire exploser n'importe quel pétrolier qui passe, l'Iran peut de facto fermer le détroit. Les prix du pétrole vont aussitôt s'envoler. Des économies entières risqueront des récessions à long terme. Le monde cédera à chaque menace de l'Iran, ou du moins à la plupart d'entre elles, de peur que l'Iran ne répète ce processus. Le génie est sorti de la bouteille, impossible de le remettre. Je ne peux pas dire que la guerre contre l'Iran était une bonne idée. Répondre à cette question nécessiterait de savoir exactement combien de matériel iranien et d'infrastructures de production les États-Unis ont détruit. Cela nécessiterait de savoir à quelle vitesse l'Iran peut reconstituer ses capacités. Cela nécessiterait de savoir si le renforcement de la détermination du nouveau dirigeant, quel qu'il soit, est plus que compensé par cette destruction. Cela nécessiterait de savoir quel pourcentage des stocks américains a été épuisé pendant la guerre. Cela nécessiterait de savoir à quelle vitesse les États-Unis peuvent les reconstituer. Cela nécessiterait de connaître le calendrier de Pékin pour envahir Taïwan. Je pense que nous avons tous nos propres idées préconçues sur chacun de ces points. Malheureusement, obtenir une bonne réponse à chacune d'elles nécessite à la fois l'accès à des informations classifiées et la connaissance de l'avenir. Même commencer à essayer d'en démêler une seule prendrait 15 minutes. Nous allons donc contourner ces questions aujourd'hui pour en aborder une bien plus simple. Combien le monde a-t-il perdu à cause du fait que l'Iran a découvert le pouvoir de fermer le détroit d'Ormuz? Et la réponse est, en gros, rien du tout. Oui, beaucoup d'encre a été gaspillée à défendre le contraire, mais il y a deux problèmes fondamentaux avec cette théorie. L'un est le sophisme de la connaissance et l'autre est la confusion entre ce conflit particulier et un conflit futur où l'Iran essaierait activement de contraindre activement quelqu'un d'autre. Comprendre ces deux points est essentiel pour avoir une meilleure compréhension de la situation stratégique d'ensemble de la région. C'est donc là-dessus que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Commençons par la faille dans le raisonnement. Et il semble que nous rencontrions sans cesse ce problème de façon nouvelle et intéressante, donc il nous faut un nom pour cela. Appelons cela le sophisme de l'amateur. Le sophisme de l'amateur survient lorsqu'une personne apprend un fait, souvent par l'observation, et suppose que les experts l'ignoraient auparavant, alors qu'en réalité, les experts en étaient parfaitement conscients, même s'ils ne l'avaient jamais observé en pratique auparavant. La version la plus récente de ce sophisme concerne le domaine nucléaire. Vous vous souvenez de l'idée selon laquelle les dernières années de guerre ont démontré que les armes nucléaires sont le seul moyen de garantir la survie de votre pays. Donc plus de pays tenteront de construire une arme nucléaire, plus personne ne refera l'erreur de l'Ukraine ou l'erreur de l'Iran. En fait, les personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité nationale, en particulier celles qui décident de construire ou non des armes nucléaires, s'avèrent déjà que cela fonctionne ainsi. Donc les événements récents ont peu d'impact sur leurs décisions. Les amateurs viennent de découvrir ce que les experts avaient déjà pris en compte. Les pays qui ne développent pas d'armes nucléaires ont jugé que le coût dépassait les bénéfices. Ils peuvent recalculer les avantages régulièrement, mais leur formule ne va pas soudainement changer cette année pour inclure une colonne disant que les armes nucléaires sont efficaces pour dissuader les frappes de décapitation. Cette colonne a toujours été là. Eh bien, c'est incroyable tout ce que les experts savent sans avoir besoin d'observer quelque chose directement. Par exemple, il n'est pas nécessaire de voir quelqu'un ouvrir sa combinaison pressurisée lors d'une sortie sur la face cachée de la Lune pour comprendre que ce serait une mauvaise idée. Pas besoin que Taïwan détruise toutes ses usines de semi-conducteurs pour savoir que cela causerait un effondrement économique mondial. Il n'est pas nécessaire d'envoyer quelqu'un à 92% de la vitesse de la lumière vers Tao CE pour savoir que l'astronaute mettrait environ 4 ans de son point de vue, mais 13 ans pour nous sur Terre.
Et nous n'avons pas besoin de voir le détroit d'Ormuz être fermé pour savoir que cela provoquerait toutes sortes de chaos dans le monde. En fait, il y a une incohérence intéressante dans les récits publics courants à propos de la guerre. Vous lirez un paragraphe expliquant que absolument tout le monde savait que la fermeture du détroit d'Ormuz était un scénario cauchemardesque, souvent accompagné d'un commentaire sur le fait que la Maison-Blanche était la seule exception. Puis, un paragraphe plus loin, le sujet sera que l'Iran a compris que fermer le détroit est un outil précieux, et maintenant nous sommes coincés dans notre meilleur des mondes. Ça ne peut pas aller dans les deux sens. Soit c'est évident pour tout le monde, y compris et surtout pour l'Iran, soit nous sommes tous une bande d'imbéciles inconscients. Je sais que je prêche des convaincus ici en entretenant une relation parasociale avec des gens qui prennent plaisir à apprendre à quel point nous sommes fichus en tant qu'espèce. Mais c'était en effet évident pour tout le monde. Et ce tout le monde inclut aussi les gens qui tirent les ficelles à Téhéran. Et même pour les décideurs qui refusent de totalement d'utiliser la théorie pour anticiper l'efficacité d'une stratégie de coercition, il suffit de regarder de l'autre côté de la péninsule arabique pour voir le problème à l'œuvre. Il y a seulement environ 2 ans et demi, les Houthis, qu'on pourrait généreusement qualifier d'acteurs quasi-étatiques, ont paralysé le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb en s'emparant d'un navire et en menaçant d'en faire davantage. Il n'est pas nécessaire d'avoir une salle pleine d'experts du Pentagone bardée de diplômes pour comprendre que si un simple groupe armé, dépendant de l'Iran pour ses armes, a été capable de bloquer le trafic maritime, l'Iran pourrait facilement en faire autant. Il y a une raison pour laquelle nous appelons collectivement la fermeture du détroit d'Ormuz Ma'anechitra, l'option nucléaire. Aucun d'entre nous ne devrait être surpris que la fermeture du détroit entraînerait des conséquences importantes pour le monde entier. En résumé, l'Iran a toujours été capable de fermer le détroit d'Ormuz. Personne à Téhéran n'a soudainement eu cette brillante idée le 28 février et n'a depuis essayé de comprendre comment l'appliquer dans diverses nouvelles conditions. Les planificateurs militaires iraniens ont simplement ressorti ce manuel, qui retournera sur l'étagère une fois la guerre terminée. C'est un manuel que l'Iran pourra éventuellement reprendre sur l'étagère, mais il ne restera utile que dans un ensemble limité de circonstances. En effet, l'autre moitié de l'histoire est que la fermeture d'Ormuz n'a fonctionné que grâce à la manière dont les opinions publiques à l'étranger ont réagi à la guerre. Si vous disiez aux consommateurs du monde entier que demain, les prix de l'essence augmenteront de 25%, je parie qu'ils se mettraient en colère contre le responsable. De plus, ils pourraient très bien approuver la mise en place de mesures coercitives pour essayer de pousser le responsable à faire marche arrière. Eh bien, en ce moment, le monde considère les États-Unis comme le responsable. Et aux États-Unis, la majorité des électeurs considèrent l'administration Trump comme le responsable. Oui, évidemment, l'Iran est celui qui empêche les pétroliers de passer par le détroit. L'Iran est aussi celui qui cible les infrastructures pétrolières dans les pays arabes voisins. Mais ces personnes distinguent clairement le déclenchement des frappes aériennes par les États-Unis et les contre-mesures qui s'ensuivent. Il se peut qu'aucun d'entre eux n'aime l'Iran. Il se peut qu'aucun d'entre eux ne veuille que le guide suprême continue de diriger l'Iran. Mais ils considèrent cela comme une conséquence directe des actions des États-Unis et donc la responsabilité politique a été attribuée à la Maison-Blanche. Imaginons que tout redevienne normal et que les pétroliers traversent à nouveau le détroit sans difficulté. Ah, mais ensuite un autre pays fait quelque chose que l'Iran n'aime pas. Peut-être qu'Israël tente quelque chose au Liban. Peut-être que l'Arabie saoudite s'en prend aux Houthis. Selon cet argument, l'Iran a compris qu'il peut fermer le détroit pour obtenir ce qu'il veut, et donc l'Iran fermera le détroit pour obtenir ce qu'il veut. Si la guerre avec l'Iran n'avait jamais eu lieu, Téhéran n'aurait pas découvert cette option, et donc cela ne serait pas pris en compte dans ce scénario hypothétique. J'ai posé cette question en réponse. Quelle serait la réaction du monde à une telle action de l'Iran ? L'Iran n'était pas impliqué dans l'action initiale, mais le guide suprême s'est impliqué dans la situation. La différence est ici flagrante comparée à la situation actuelle. La communauté internationale ne verrait pas l'Iran comme la cible, mais plutôt comme l'instigateur. En conséquence, la patience internationale envers l'Iran serait pratiquement nulle. Nous avons déjà vu ce principe à l'œuvre. Pendant la guerre Iran-Irak, les deux camps s'amusaient à attaquer des pétroliers dans le Golfe.
Mais une chose que l'Iran n'a pas essayé de faire, c'est de fermer le détroit. Même si l'Irak a commencé la guerre en envahissant l'Iran, le gouvernement iranien savait que le reste du monde croirait que l'Iran avait déclenché les hostilités et qu'une intervention contre l'Iran s'ensuivrait. L'Irak a tenté de pousser l'Iran à fermer le détroit, car cela se serait retourné contre ce dernier. Revenons au présent. Imaginez ce qui se passerait si un pays proche de l'Occident commençait à faire exploser les raffineries de pétrole d'un autre pays. On pourrait s'attendre à ce que la réaction soit l'indignation et des pressions coercitives pour que ce pays arrête. Mais si ce pays est l'Ukraine et que l'Ukraine agit ainsi en réponse à l'invasion russe, alors l'Ukraine bénéficie d'une exception. D'ailleurs, certains pays pourraient même aider l'Ukraine à mener ses frappes. Un phénomène similaire se produirait au niveau national aux États-Unis. La guerre actuelle est d'une impopularité sans précédent parce qu'elle provoque des tensions financières, et la plupart des électeurs n'en voient pas clairement les bénéfices. C'est une autre façon de dire qu'ils n'aiment pas la hausse de l'essence et en accusent le président. Avançons d'un an ou deux et imaginez qu'il se passe quelque chose dans le monde qui déclenche la colère du guide suprême. Il ferme le détroit. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, cette même indignation publique que nous avons vue à propos des États-Unis s'applique maintenant à l'Iran. En fait, elle sera probablement encore plus forte, étant donné l'animosité beaucoup plus ancienne envers la République islamique. Les contraintes disparaissent. La tension politique étrange de l'administration Trump, qui essayait de calmer les marchés tout en détruisant l'Iran, n'existe plus. Certaines des décisions tout aussi étranges que les États-Unis ont prises pendant la guerre, comme permettre au pétrole iranien de passer par le détroit, n'ont plus lieu. L'île de Kark passe d'une possibilité à une inévitabilité. Fermer le détroit passe d'un coup de force unilatérale à une destruction mutuelle assurée. C'est en partie pourquoi l'analogie de la fermeture du détroit comme une option nucléaire est appropriée. Les armes nucléaires sont peu efficaces pour menacer ou contraindre des adversaires à changer de comportement. Les armes nucléaires sont en revanche excellentes pour dissuader les adversaires d'actions très agressives contre vous. Il est amusant que nous n'ayons pas besoin de voir une arme nucléaire utilisée pour le comprendre. Nous le savons déjà, et c'est la même chose pour le détroit d'Ormuz. En prenant du recul, je pense que les mêmes personnes qui discutent du fait que l'Iran a compris le pouvoir de fermer le détroit comprennent la différence entre utiliser cette stratégie comme une réponse défensive et l'utiliser comme une mesure coercitive active. Si cette expérience d'apprentissage signifiait vraiment que l'Iran serait à jamais capable de prendre le monde en otage, alors il soutiendrait les États-Unis dans leur tentative d'empêcher militairement l'Iran de le faire. S'ils ne le font pas, c'est parce que la Maison-Blanche a créé la crise et qu'on s'attend à ce qu'elle disparaisse après le retrait des États-Unis. Sensei Ikosunis. Pourquoi ils discutent encore du fait que l'Iran ait pris conscience de cette puissance reste pour moi un mystère sociologique. Peut-être parce que cela paraît intelligent au public amateur. Mais en réalité, c'est le sophisme de l'amateur. Quels sont les points à retenir aujourd'hui ? On entend énormément de commentaires disant que nous vivons dans un nouveau monde où l'Iran connaît désormais la puissance qu'il contrôle par le détroit. En réalité, cependant, l'Iran, ainsi que toute personne s'intéressant à ce domaine, en était déjà consciente. Et l'Iran ne peut pas imposer une nouvelle fermeture et s'attendre à voir le même type d'indifférence et de réaction internationale si c'est l'Iran qui en est l'instigateur. Mais vous pouvez vous attendre à voir ma conclusion habituelle pour cela. Encore une journée à se demander si c'est une guerre ou non. Continuez la fête en parcourant ma playlist sur le conflit au Moyen-Orient au sens large. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.